Voilà, tout le monde est en train de rentrer dans le webinaire. Bonjour à tous et à ceux qui nous rejoignent. C'est un webinaire organisé par le French District avec la présence d'une partie de l'équipe, mais pas la moindre, de USA France Financials, qui me rejoint pour parler d'un sujet intéressant, très intéressant, et surtout une question qu'on se pose qui est, est-ce que l'assurance vie américaine est un actif incontournable? Voilà. Est-ce que de vivre aux États-Unis implique forcément, en tout cas, est-ce que vous recommandez de prendre une assurance vie? Et on va parler de ça avec Olivier Sureau, qui est avec nous, Alexandre Quentin et Adrien Hérault. Et Alexandre, je te laisse présenter USA France Financials. Pour Avec ceux qui ne plaisir. connaissent pas encore, Merci beaucoup, Romain. Un plaisir toujours d'être sur French District et de pouvoir aider cette communauté française ici aux États-Unis à se poser les bonnes questions financières et patrimoniales. Donc, on va parler en effet aujourd'hui de l'assurance vie, un des nombreux sujets intéressants. Mais en quelques mots, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler donc du cabinet USA France Financial. On est maintenant une équipe de 23 Français et un Américain. On est basé à Philadelphie, San Francisco, Los Angeles, Miami et New York. Et on permet aux cadres, entrepreneurs français qui sont basés ici aux États-Unis de gérer leurs problématiques financières. Donc ça prend bien évidemment en considération tous les aspects, que ce soit de succession, de retraite, de protection familiale et de placement. Tous les aspects qui puissent avoir un impact sur notre futur financier, on est capable d'apporter une valeur ajoutée. Et cela, que nous restions pour le reste de notre vie ici aux États-Unis, ou qu'on rentre un jour en France ou ailleurs, on a cette capacité d'ajouter cet élément de flexibilité ou de portabilité si besoin est. Lançons-nous dans le vif du sujet de cette conférence aujourd'hui sur l'assurance vie américaine, un actif incontournable. Donc, au sommaire, pour aujourd'hui, nous avons l'assurance vie française versus l'assurance vie américaine. Quelles sont les caractéristiques et les différences? On va parler de l'assurance décès pure. On va parler de l'actif défensif, cette assurance vie permanente qui sera au cœur potentiellement de notre stratégie patrimoniale. On va parler de l'assurance vie permanente, notamment la whole life. Il existe plusieurs types. On va voir qu'il en existe plusieurs types, mais on va se concentrer sur cet instrument-là. Ça peut jouer un effet de levier dans votre stratégie patrimoniale. On peut financer notamment les enfants. On a plusieurs options au niveau de notre contrat, au niveau des investissements qu'on peut mettre dedans. C'est un outil qui est potentiellement stratégique pour les entrepreneurs. L'optimisation de vos revenus de retraite. On va voir que si on le calibre de la manière optimale, on va pouvoir potentiellement démultiplier vos revenus de retraite. On va évidemment avoir une implication d'une optimisation successorale, puisque c'est un avantage fiscal extrêmement intéressant, peu importe où vous êtes dans le monde, on va voir ça également, et ça peut vous permettre de préserver et transmettre votre héritage de manière optimale. Donc on va aborder tous ces points, on va décortiquer ces solutions et ces instruments, et donc on va commencer aujourd'hui par l'assurance vie française et américaine. Et Olivier, je pense que tu vas nous présenter cette famille, cette fameuse famille Duval, qui va être la famille témoin pour rentrer dans le cadre de l'assurance vie française et américaine. Oui, merci Alexandre. Donc le but d'aujourd'hui, c'est d'être le plus interactif possible. Donc nous allons essayer d'intervenir à chacun notre tour de façon interactive avec Alexandre et Adrien. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans le Q&A et on y répondra à la fin de notre présentation. Et on gardera du temps pour échanger sur toutes ces thématiques, cette thématique de l'assurance vie américaine qui est très, très importante. Donc, on va voir cette famille Duval qui va se poser la question qui a une assurance vie américaine, mais qui se demande comment cette assurance vie américaine fonctionne, que ce soit d'un point de vue patrimonial, d'un point de vue fiscal, d'un point de vue financier, et également comment on peut la comparer par rapport à l'assurance vie française. Cette famille Duval a des enfants qui sont Léo et Clara, qui sont eux-mêmes scolarisés aux États-Unis. On verra que c'est important également, puisque dans le cadre d'une assurance vie américaine, Alexandre vient de l'évoquer, on va vous parler un petit peu de cet avantage aussi dans le cadre de la scolarité des enfants. Donc maintenant, quand on va parler assurance vie française VS contre assurance vie américaine, première chose dont il faut souvent faire attention quand on arrive aux États-Unis, on a tout souvent tendance à faire déjà une erreur de traduction. On le dit souvent à nos clients, que ce soit notamment d'un point de vue fiscal. Quand on a une assurance vie française, on arrive souvent aux États-Unis, on fait sa première déclaration fiscale et on va dire à son comptable, à son CPA, j'ai une life insurance. Et donc c'est une grosse erreur un petit peu de traduction puisque le concept d'assurance vie française, on va le voir, est complètement différent du concept de l'assurance vie américaine. C'est une conjonction de plusieurs facteurs, mais une assurance vie française est avant tout un placement financier.
faut le savoir, hein. C'est pas forcément un placement dans le cadre d'une optimisation successorale. Ça peut l'être quand même, mais c'est pas forcément aussi l'outil principal, hein. C'est avant tout un placement financier. Nous avons également des primes. On n'a pas de prime d'assurance à proprement parler. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'assurance d'essai attachée à cette assurance vie française, hein, ce qui veut dire que si un jour il se passe quelque chose, on va percevoir dans le cadre de cette assurance vie française l'accumulation du patrimoine financier qui a été accumulé dans le cadre de cette assurance vie. On ne va pas toucher ce qu'on appelle une assurance d'essai, on va toucher ce qu'on appelle la cash value, la valeur de rachat de cette assurance vie française. Du côté américain, Alexandre Adrien va en parler plus en détail. On a une multitude de concepts au niveau de l'assurance vie américaine, hein. Bien évidemment, on a son concept d'assurance d'essai, hein, qui est souvent attaché à ce qu'on appelle la notion de term life, hein. On en parlera tout à l'heure. Mais on est également une conjonction de cette assurance d'essai combinée avec comme l'assurance vie française financière qui va pouvoir combiner ces deux avantages-là. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la permanent life insurance, qui va être là de façon éternelle, entre guillemets, hein, qui va vraiment être un vrai outil patrimonial. Et puis, dans ce cadre-là également, on va avoir des produits, différentes typologies de produits, hein, que sont les universal life, les variable life et enfin la whole life, dont nous allons vous parler plus en détail après. Après, quand nous allons parler, hein, les différences clés, hein, ça va être d'abord le type de contrat, comme on vient d'évoquer. La fiscalité est un élément déterminant, hein, entre une assurance vie française et une assurance vie américaine, en fonction, bien évidemment, de l'endroit où on habite. Et bien évidemment, le capital transmis va être une vraie différence, comme on l'a dit tout à l'heure, hein. En France, c'est avant tout un patrimoine financier, une assurance vie française. Aux États-Unis, ça va pas être uniquement un patrimoine financier, ça va être aussi un patrimoine successoral de transmission. Donc, le capital transmis sera complètement différent entre une assurance vie française et une assurance vie américaine. Après, si on parle maintenant de fiscalité, hein, bien comprendre la divergence de fiscalité entre les deux. Aujourd'hui, la famille Duval, hein, comme on l'a évoqué, habite aux États-Unis. Donc, cette famille Duval a une assurance vie française et se pose la question, quelle est la fiscalité de cette assurance vie française? En France, tant qu'on n'a pas de rachat, on n'a pas un impôt à proprement parler. Alors, on a quand même des prélèvements sociaux qui vont s'y appliquer, hein, selon le type de contrat, hein, ce qu'on appelle les CSG, CRDS. Mais tant qu'on ne retire pas cet argent, hein, ce qu'on appelle un rachat, on n'a pas de fiscalité en France. En revanche, une fois qu'on décide de retirer ce capital, on fait ce qu'on appelle un rachat, qu'on peut faire de façon partielle ou totale. Et là, on a une fiscalité qui s'appliquera au niveau français, qui sera la fiscalité, hein, bien évidemment, des produits financiers en termes français. Enfin, au niveau successoral, on en parlera tout à l'heure, hein, ce sera assez simple parce que si on est amené à décéder, on aura, hein, la valeur successorale sera la valeur de rachat, la valeur financière de ce contrat d'assurance vie. On vous en parlera tout à l'heure. En revanche, attention, cette famille Duval habite aux États-Unis maintenant. Ils sont résidents fiscaux américains. D'un point de vue américain, l'assurance vie française à proprement parler, comme j'évoquais tout à l'heure, est complètement différente de l'assurance vie américaine. D'un point de vue de l'administration fiscale américaine, cette assurance vie française sera considérée comme un placement financier pur. Même si ce placement financier en droit fiscal français est un outil, entre guillemets, défiscalisé, c'est-à-dire qu'on va accumuler des revenus dans ce contrat, mais ils ne seront pas taxés tant que ce contrat ne sera pas retiré. En termes de fiscalité, aux États-Unis, chaque année, chaque revenu qui seront dégagés feront l'objet d'une fiscalité aux États-Unis. Donc, on aura deux situations possibles. La première situation, c'est que si vous investissez cette assurance vie française dans ce qu'on appelle un fonds euro, les intérêts que l'on accumule chaque année feront l'objet d'une taxation aux États-Unis, comme si on avait des intérêts dans un CD ou dans un savings account. Alors, souvent, on dit oui, mais ces revenus, je les touche pas, ils restent dans ce contrat. Oui, on les touche pas, mais ils sont crédités sur le fonds euro, ils sont réinvestis. Donc, à la mesure où ils sont crédités, ça veut dire que c'est un revenu qui est dégagé dans le cadre de la fiscalité américaine. Donc, à chaque fois, dans le cas de cette assurance vie française, que l'on perçoit un revenu, dans le cas du fonds euro, je vais devoir payer un impôt dessus. Deuxième cas de figure, on investit une assurance vie française dans ce qu'on appelle des unités de compte. Et là, ces unités de compte se feront l'objet comme un portefeuille de placement financier. Donc, on va regarder comment ce portefeuille est investi. Et si ces unités de compte sont investies dans ce qu'on appelle des fonds, ce qui est dans la plupart des cas le cas, en fait, en droit français, on aura la fiscalité du régime des PIFIC, hein, c'est ce qu'on appelle les Passive Foreign Investment Companies, qui font l'objet d'une fiscalité très punitive aux États-Unis. En gros, ça revient à dire que le jour où on liquide ces unités de compte, hein, encore une fois, quand bien même ces unités de compte, ils sont réalloués, c'est-à-dire que vous investissez dans un fonds, le lendemain, vous réallouez ce fonds dans un autre fonds. D'un point de vue américain, ce sera considéré comme une vente, ce qu'on appelle un PIFIC.
Et cette vente fera l'objet d'une taxation à la tranche marginale d'imposition qui existe aux États-Unis. À l'heure actuelle, c'est 37% au niveau fédéral auquel se rajoute la net investment tax, si on est dans les plafonds, qui est de 3,8%, plus l'impôt d'État, si vous habitez dans un État qui fait l'objet d'une fiscalité. Donc attention, une fiscalité assez punitive dans ce cadre-là. Et également, du fait que nous ayons un actif financier dans le cas d'une assurance vie française, nous avons l'obligation de déclarer en tant que résident fiscaux américain ces actifs financiers dans plusieurs formulaires financiers aux États-Unis. Le formulaire FBAR, qui est le formulaire des comptes en banque, qu'on doit déclarer dès lors qu'on a plus de 10 000 dollars dans les actifs financiers détenus auprès des banques. FBAR, donc c'est le FIN 114. Le formulaire FATCA, qui est le 8938, et enfin le formulaire PIFIC. Attention, si l'on ne fait pas ces formulaires-là, on peut faire l'objet d'une pénalité qui peut être de 50% par année d'omission. J'ai une assurance vie française qui fait 100 000 euros, j'oublie de la déclarer, même si je suis dans un cas de figure où je n'ai pas de revenus, potentiellement, c'est 50 000 euros de pénalité d'un point de vue fiscal. Donc, faites attention à ce genre de choses. Maintenant, du côté américain, une assurance vie américaine, là, on va avoir un petit peu l'avantage, c'est-à-dire qu'en droit fiscal français, on va reconnaître une assurance vie américaine comme l'équivalent d'une assurance vie française, ce qui veut dire que tant qu'on n'a pas de retrait, si certains d'entre vous, vous avez une assurance vie américaine, vous vivez en France, vous rentrez vivre en France, on en parlera tout à l'heure, il n'y aura pas d'impôt tant qu'il n'y a pas de rachat, même chose que la fiscalité dans le cas d'une assurance vie française. Les gains seront taxés au moment du rachat et on aura aussi une fiscalité en cas de succession dont on parlera tout à l'heure. Du côté américain, le réel avantage qu'on va avoir dans le cas d'une assurance vie américaine, c'est qu'on n'a aucune fiscalité tant qu'on ne retire pas cette assurance vie américaine. Donc, elle peut grandir toute sa vie, faire l'objet d'une augmentation constante, il n'y aura aucune fiscalité. Ça se rappliquera dans tous les cas de figure. Le capital, si demain, pour une raison ou une autre, vous décidez de vouloir retirer du capital, c'est-à-dire qu'on verra tout à l'heure, on aura différentes options dans le cas d'une assurance vie américaine, mais si pour une raison ou une autre, on décide de retirer l'assurance vie américaine, la taxation est assez favorable. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va considérer qu'on retire d'abord le capital et ensuite les revenus. Par exemple, vous avez investi dans une assurance vie américaine 500 000 euros, 500 000 dollars. Cette assurance vie, elle a généré des revenus et la cash value, la valeur de rachat, fait 1 million de dollars. Vous décidez donc vous avez accumulé 500 000 dollars de revenus. Vous décidez de retirer de cette assurance vie américaine 300 000 dollars. Il n'y aura aucune taxation parce qu'on considérera que vous retirez d'abord votre capital de 500 000. Donc ça, c'est un vrai avantage qu'on a également dans le cas d'une assurance vie américaine, même si c'est pas forcément le plus ingénieux. Alexandre et Adrien en reparleront après, de la retirer. Il y aura plutôt des effets de levier dans le cas notamment des prêts. Mais ça, il faut bien l'impacter, il faut bien en parler. Et on parlera bien évidemment tout à l'heure de l'aspect successoral un peu plus en détail. Donc je pense que je vais vous passer la main à votre tour, messieurs. Très bien. On va parler de term insurance. Tu veux que j'en parle, Adrien? Bon, pardon, j'ai des problèmes j'arrivais pas à me connecter. Bonjour à tous. Alors, term insurance, ici, de quoi on parle? On parle d'assurance, tout simplement d'assurance décès. Ça, c'est de la pure, c'est l'assurance qu'on a le plus. Pourquoi? Parce que c'est l'assurance que vous avez via vos employeurs, généralement, ce qu'on appelle group term life. Je travaille ici pour un groupe aux États-Unis, d'office, dans mon package de bénéfices, si je le regarde, j'ai cette ligne groupe term life. Certaines personnes l'ont aussi de façon personnelle. Le but principal de cette assurance vie, c'est de vous couvrir contre le risque de décès. Il n'y a aucun aspect de capitalisation au sein de ce produit-là. C'est simplement une assurance décès, puis comme son rôle l'indique, qui viendrait couvrir votre famille en cas de décès prématuré. Alors ici, il y a plusieurs catégories. Vous pouvez choisir, pour les personnes, par exemple, qui l'auraient de façon personnelle, vous pouvez choisir le terme. Ça peut être sur 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, en fonction de ce que vous choisissez. Il n'y a pas d'épargne, comme je le disais. Et du fait que ce soit une vraie assurance décès, eh bien, effectivement, les coûts pour se couvrir face au décès peuvent parfois paraître moins onéreux. Voici pour cette partie-là. Très bien. Alors maintenant, on va revenir sur l'aspect assurance vie. L'assurance vie américaine, où est-ce qu'elle se place? Quelle est sa place dans ma stratégie patrimoniale? Et si je prends un peu de hauteur et que je regarde ma stratégie de façon générale,
hein, on va voir qu'on va pouvoir la séparer en deux grandes catégories. D'un côté, j'ai mes actifs défensifs, qui sont connus comme moins risqués. Leur rôle, il est simple, d'apporter de la protection, d'apporter de la diversification au sein de ma stratégie patrimoniale. Ici, j'ai une croissance qui est continue. Peu importe ce qui se passe dans le monde, soit sur le marché financier ou le marché immobilier, cette catégorie a pour rôle de croissance continue. Deuxième, je dirais, grande catégorie de ma stratégie patrimoniale, c'est la partie croissance. Généralement, la partie qu'on trouve un peu plus sexy. Pourquoi? Parce que c'est le vrai moteur de ma stratégie patrimoniale. C'est ici que je viens générer de la croissance. Alors, c'est tout ce qui est sur les marchés financiers. Tout ce qui est actions, obligations, produits structurés, private credit, etc. L'immobilier ou les comptes retraites, parce que les comptes retraites, ici aux États-Unis, sont sur les marchés financiers. Alors, quand on présente ça, généralement, une question qu'on me pose souvent, c'est de me dire, ok, très bien, Adrien, si je regarde de façon générale, c'est super, mais par exemple, moi, je suis quelqu'un de jeune et j'ai un profil plutôt risk tolerant, donc est-ce que j'ai vraiment besoin de cette partie défensive au-delà de mon fonds de sécurité? Parce que je pense pas en avoir besoin. Et c'est une erreur. La partie défensive, elle est cruciale dans votre stratégie patrimoniale. Et j'aime bien prendre un exemple qui sort complètement de la stratégie financière pour illustrer mon point. C'est l'exemple de management d'équipe et plus précisément un management d'équipe de foot. J'en rentre dans la peau de Didier Deschamps quand il a créé l'équipe de France pour la gagner la Coupe du Monde. À cette période-là, si on se souvient, il avait à sa disposition peut-être les meilleurs attaquants. Et si c'était quelqu'un de très risk tolerant, il aurait pu se dire, voilà une stratégie incroyable, je vais mettre que des attaquants et un goal. Et de toute façon, comme j'ai les meilleurs du monde, je vais aller marquer tellement de points que stratégiquement, je suis sûr de gagner la Coupe du Monde. Est-ce qu'on a déjà vu ça dans l'histoire du foot? Non, bien sûr que non. Qu'est-ce que fait un sélectionneur? Comme il sait les équipes qu'il va rencontrer, il regarde au sein de ses équipes les managers, les joueurs, leurs capacités, lui, ce qu'il a à sa disposition en termes de joueurs, et puis il va essayer de construire la meilleure équipe possible, en alliant défense, milieu, attaque, pour aller gagner cette Coupe du Monde. Et c'est ce qu'a réussi à faire Didier Deschamps. Alors, est-ce que la stratégie patrimoniale, c'est équivalent au management de l'équipe de foot? Non. Mais conceptuellement, on peut faire un parallèle à ce niveau-là. Le parallèle, c'est simplement de dire que les actifs défensifs jouent un rôle clé et ce n'est pas simplement leur rôle de réduire le risque, mais c'est également et surtout d'augmenter fortement le potentiel de réussite de ma stratégie patrimoniale. C'est alimenter ce moteur patrimonial pour optimiser ma stratégie de la meilleure façon possible. Très bien. Et parlons justement de cette caractéristique de cette assurance vie permanente ici aux États-Unis. On va prendre le type de la whole life. Il existe, pour rappel, d'autres types. Il y a l'universal life, le variable life et le whole life. L'universal life, on l'utiliserait pour des patrimoines supérieurs à 28 millions de dollars. La variable, c'est assez compliqué et assez complexe d'utiliser les fonds. On va également l'utiliser pour les hauts patrimoines, pour potentiellement déférer l'impact fiscal et d'augmenter la valeur patrimoniale successorale. Mais on va essayer de ne pas l'utiliser dans les patrimoines inférieurs à 28 millions. Et pour la plupart d'entre nous, on va utiliser des instruments tels que la Whole Life, qui soit pour des petits patrimoines et des plus gros patrimoines, parce qu'il va jouer un rôle à la fois d'épargne, mais également d'assurance décès. Il y a 12 caractéristiques de cet instrument. Le premier, c'est qu'il y a une assurance décès qui est attachée à l'instrument et qui passera à nos bénéficiaires un jour on décédera, et un montant supplémentaire à l'épargne sera donné à nos bénéficiaires. Deuxièmement, on a une liquidité et un contrôle sur notre cash. On est garanti d'augmenter, quoi qu'il arrive, c'est une croissance qui est garantie. Et en plus de cela, on a accès à des dividendes. Des dividendes qui sont, eux, par définition non garantis, mais qui, grâce au fait que l'on va passer par des compagnies mutuelles d'assurance qui ont plus de 160 ans d'existence, depuis 1860, elles existent ici aux États-Unis, on va faire appel à ces compagnies-là pour ce type d'instrument-là. On ne va pas passer par des compagnies qui ont des actionnaires ou du private equity derrière. On va passer par des compagnies mutuelles d'assurance qui ont émis un dividende chaque année depuis plus de 160 ans. Et ces dividendes sont généralement supérieurs à la croissance garantie dans le contrat.
Et donc, on peut s'attendre à des rendements autour des 5% net de frais d'impôt en ce moment. C'est un très bon hedge contre l'inflation. Fin des années 80, on avait du 13% de rendement. Donc, ça nous permet d'avoir un actif qui nous permet de squeezer la banque et d'avoir de l'argent qui nous permet de faire face à l'inflation dans cet actif défensif dont Adrien avait parlé. Nous avons des avantages fiscaux, puisque dès qu'on met $1 dedans, à la fois sur l'augmentation du contrat, l'utilisation stratégique des liquidités et le death benefit, on va avoir des avantages fiscaux. On a des limites élevées de contribution, c'est un contrat privé, personne n'a de regard dessus, même pas l'IRS, on n'a pas à déclarer l'augmentation de la valeur de notre contrat. On a de la protection contre des clientèles créditeurs ou banqueroute dans la majorité des États. Il y a également la possibilité d'y mettre des options, dont en cas d'invalidité, si par exemple vous contribuez par exemple 30 000 $ par an dans votre contrat, en cas d'invalidité, la compagnie d'assurance continue à contribuer ces 30 000 $ par an pour vous, ou par exemple d'accéder à l'assurance décès en amont de ce décès pour faire face à ces frais de soins dépendance. Aux États-Unis, pour avoir accès à une maison médicalisée, c'est entre 11 et 14 000 $ par mois. En France, on va être autour des 3 à 5 000 euros. Et donc, on pourrait potentiellement tirer les liquidités de l'assurance décès en amont de son décès pour faire face à ces dépenses-là. Mais pour moi, ce qui est assez intéressant dans une perspective de construction stratégique patrimoniale, ce sont les 3 derniers points. C'est la possibilité de pouvoir faire des prêts qui sont avantageux en collatéralisant le contrat. Donc, vous avez toujours votre valeur de contrat qui va, elle, continuer à augmenter de manière exponentielle, qui est garantie d'augmenter, il n'y a aucune année négative, et en parallèle, de pouvoir utiliser des liquidités qui vous sont mises à disposition sans impacter votre contrat. Votre contrat continue à augmenter, et comme vous avez un instrument qui est garanti, à la fois la compagnie d'assurance ou certaines banques sont prêts à vous mettre à disposition des liquidités en nantissant la valeur du contrat. Il y en a des options avantageuses de prêt qui sont extrêmement favorables, peu importe l'univers économique dans lequel nous sommes, ou quel que soit où les taux d'intérêt sont. Et deuxièmement, en termes de repaiement également du prêt, c'est un prêt qu'on n'a jamais l'obligation de repayer. On va travailler avec notre clientèle, en effet, pour se dire est-ce qu'il serait plus ou moins intéressant de repayer ce prêt en phase d'accumulation ou pas. Mais quand on est en phase avancée de notre vie, il n'y a plus vraiment d'intérêt de repayer ce prêt du tout. On va simplement décéder avec. Et lors du décès, l'assurance décès paye tout d'abord le prêt et la différence passera défiscalisée, ou en tout cas income tax free, aux bénéficiaires. Alors, voici pour les caractéristiques. On va parler maintenant des 4 rendements qui sont liés à cet instrument. Vous avez un premier rendement qui est le rendement interne. C'est votre hamster dans sa roue qui va faire évoluer la taille de sa roue pour le reste de votre vie. Dans votre sommeil, en phase d'accumulation, en phase de retraite, ça continuera à augmenter de manière exponentielle, ça ne s'arrêtera jamais. Et on va avoir un taux, un rendement qui est autour de l'inflation si on prend les dividendes de la compagnie mutuelle d'assurance. On va voir également qu'on a d'autres options au sein du contrat. On n'est pas obligé d'avoir que les dividendes de la compagnie mutuelle d'assurance. On va le voir dans une prochaine slide. Mais grosso modo, on a ce rendement interne qui est garanti d'augmenter, qui nous permet de faire face à l'inflation. Deuxièmement, c'est l'accès à un rendement externe. On va pouvoir nantir la valeur du contrat et utiliser cette liquidité jusqu'à 100% de la valeur de l'épargne. Donc, si vous avez 100 000 $ dans votre contrat, vous avez également accès à 100 000 $ que vous pouvez utiliser pour faire n'importe quel autre investissement que vous pourriez avoir derrière l'immobilier, sur les États-Unis, en France, peu importe. Adrien va en parler un petit peu plus dans les détails. On a troisièmement le rendement éternel, c'est-à-dire qu'on a une assurance décès attachée à l'instrument qui sera payée un jour. Et dernièrement, on va pouvoir maximiser nos revenus de retraite. Et ça, je vais en parler également un peu plus tard. Donc, en fait, le fait de détenir un ratio qui va être mesuré, donc d'avoir la belle pondération au niveau de notre stratégie patrimoniale, d'avoir un montant de la valorisation totale de notre patrimoine en assurance vie permanente de type Whole Life au sein de notre stratégie globale, va nous permettre de démultiplier nos revenus de retraite. Et je vais vous montrer comment on va pouvoir le faire grâce à une stratégie qu'on appelle le bucketing. Je vais continuer à en parler de celui-ci, mais pour nous, en effet, que vous soyez agressif ou conservateur de nature, restez qui vous êtes. Parce que au final, on devrait se retrouver au même endroit que l'on soit conservateur ou agressif au niveau de notre stratégie patrimoniale. C'est un mythe de dire que plus je suis agressif, plus j'aurai d'argent, que de se dire plus je suis conservateur, moins j'aurai d'argent plus tard. Et je vais vous expliquer pourquoi. Généralement, quand quelqu'un est agressif de nature, c'est-à-dire confortable avec le risque, il va avoir 20 à 25% en actifs défensifs, 75 à 80% en actifs de croissance. Actifs de croissance, immobilier, financier, toutes les solutions qui vont nous permettre de générer du rendement sur le long terme avec des espoirs de rendement beaucoup plus élevés.
Si on est plutôt conservateur, on va avoir 50 à 65% en actifs de croissance et à peu près 35 à 50% en actifs défensifs. Et comme on est confortable avec les actifs défensifs, à la fois le cash, les liquidités à la banque et la valeur que l'on aurait dans ce contrat d'assurance vie de type Whole Life, comme on a les reins solides, qu'on est exactement ce qu'on souhaite être en termes de gestion du risque, bah, dans le cadre des actifs de croissance, on va être confortable avec le risque que nous prenons dans ces actifs de croissance. Mais prenons l'exemple d'un portefeuille sur les marchés qui est plutôt agressif, qui serait par exemple 100% en actions. Le potentiel de rendement à long terme de ce portefeuille serait autour des 9 à 9,5% sur le long terme, avec des hauts et des bas. Si on a un portefeuille un peu plus diversifié, on a une gestion du risque à l'intérieur du portefeuille, on a 60% en actions et 40% en obligataires. L'obligataire nous permet de réduire le risque, réduire la volatilité du portefeuille. On aurait, à ce titre, un espoir de rendement sur le long terme autour des 6,5 à 7% sur le long terme. Donc, comme 9,5 est supérieur à 6,5, si on se croise les doigts, sur le long terme, on devrait avoir une valeur de patrimoine plus élevée à 9,5 comparé à 6,5. Mais cela va assumer deux choses. Premièrement, ça voudrait dire que les marchés financiers immobiliers sont positifs tous les jours. Ce serait la première assumption. On sait que ce n'est pas le cas. Regardons un petit peu comment les marchés se portent aujourd'hui. Et deuxièmement, c'est que quand les marchés sont en baisse, qu'on se croise les doigts. Et ça, ce serait dommage. Parce que si on a une stratégie proactive, ou quand les marchés sont en baisse, cela crée une opportunité potentielle d'investissement, de pouvoir acquérir des actifs qui ont une valorisation beaucoup plus attractive qu'elle l'était potentiellement il y a quelques semaines ou quelques mois, nous permet de tirer avantage de cette opportunité patrimoniale. Et comme dirait notre ancien Winston Churchill, do not waste a good crisis. Et c'est ça l'idée. C'est que oui, nous avons une partie de notre patrimoine qui est au travail, qui est à risque et sur lequel on est confortable parce que nous avons le niveau de sécurité sur lequel nous sommes confortables. Et à ce titre, si, quand il y a des phases de baisse, nous avons l'opportunité à mettre au travail des liquidités. Si nous sommes agressifs de nature, nous avons un gun chargé prêt à dégainer, c'est vos 20 à 25%. Si vous êtes plutôt conservateur, vous avez 35 à 50%, vous avez un gun, notamment pas un gun, mais un bazooka cette fois-ci, énormément plus de munitions à mettre au travail à des moments opportuns. Donc, si vous avez une stratégie proactive de vos finances, que vous soyez plutôt risqué ou agressif ou conservateur, vous devrez, stratégiquement parlant, vous trouverez quasiment au même endroit. Mais vous avez besoin d'avoir une stratégie active, proactive de vos finances globales pour y arriver. Parfait. Merci Alexandre. Et justement, pour avoir cette stratégie active dont parle Alexandre, quelles sont les caractéristiques principales que doivent avoir mes actifs défensifs? Il y en a 3 sur lesquels on ne peut pas faire de compromis. Vous les avez à l'écran. Le premier, ça va de soi, hein, c'est décorrélé des marchés boursiers. Pourquoi? Parce que si je reviens sur l'exemple d'Alexandre tout à l'heure, et de Winston Churchill, lorsque j'ai une bonne crise, si tout mon argent est corrélé, bon, est-ce que je vais avoir des liquidités pour pouvoir en profiter? La réponse, c'est non. Donc, caractéristique numéro 1 de l'argent, complètement décorrélé des marchés boursiers ou immobiliers. Deuxième chose, c'est un rendement qui est supérieur à l'inflation. Et là, c'est clé. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, ça suit l'actualité, on entend beaucoup de choses sur l'inflation. Sur les dernières années aussi, on a vu l'impact de l'inflation. Alors, c'est peut-être des années exceptionnelles. Si on le regarde moi, ce que j'aime bien, c'est regarder plus sur le long terme, hein, sur 20, 30 ans, l'inflation, c'est entre 2 et 2,5 par an. 2,5 par an, vous pourriez me dire, rien, bon, c'est pas si énorme. Mais il faut faire attention, parce que la clé, c'est dans par an. L'inflation, elle va venir gentiment, mais sûrement, détériorer le pouvoir d'achat que vont avoir nos liquidités type cash, qui sont à la banque et qui ne travaillent pas. Hein. Moi, comme exemple, ici, j'aime bien utiliser l'exemple de mon grand-père. Mon grand-père est parti à la retraite, c'est quelqu'un de très conservateur. Hein. Il est parti à la retraite, il avait pas mal d'épargne en actifs défensifs, et quand il regarde aujourd'hui son épargne 23 ans après, quand il m'avait vu préparer une de mes présentations, il a eu le slide sur l'inflation, il m'avait dit « Ah mais ça c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, moi si je prends ma propre situation, l'épargne que j'avais au début de ma retraite à 60 ans, j'ai tout planifié, j'étais très content, aujourd'hui son pouvoir d'achat a été plus de divisé par 2. Donc dans mon actif défensif, c'est important qu'il ne soit pas corrélé au marché financier,
mais le laisser en cash, ce serait une erreur. Pourquoi? Parce que je risquerais de perdre en pouvoir d'achat. Donc, avoir des actifs qui ont des rendements supérieurs à l'inflation, c'est extrêmement important. L'effet de levier, on parlait tout à l'heure, Alexandre a abordé le sujet. Être capable d'utiliser mon dollar plusieurs fois, c'est également un game changer. Et c'est pour ces 3 caractéristiques que l'assurance vie américaine, qu'Alexandre a présenté précédemment, est vraiment un actif clé, et l'actif défensif clé, le meilleur actif défensif que l'on peut avoir au sein de sa stratégie patrimoniale. Hop. Alors on va passer à l'importance de l'effet de levier. Alors, on insiste, c'est vrai qu'on en parle beaucoup aujourd'hui de l'effet de levier, mais c'est tellement clé qu'il faut, c'est très très important que vous arriviez à comprendre. C'est ce qui est utilisé aujourd'hui par toutes les grandes familles de ce monde, même les grandes banques, pour venir générer de la croissance patrimoniale. C'est pour ça que c'est quelque chose de clé à comprendre. Le nantissement, Alexandre en a parlé tout à l'heure, de façon très générale, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de donner un bien en garantie. Dans notre exemple, c'est l'assurance vie américaine, sans retirer les fonds, ni liquider le contrat, en gardant l'épargne investie. Ici, le but, il est simple. C'est plutôt que de retirer mon argent, eh bien, je vais nantir, c'est le terme qu'on utilise, mon assurance vie pour avoir, comme le disait Alexandre tout à l'heure, un prêt pour emprunter, tout en laissant mon capital continuer à fructifier. Et ici, l'intérêt, c'est de faire travailler un dollar 2 fois, mais le deuxième intérêt clé qu'il faut comprendre, c'est que je vais avoir un intérêt composé, ce qu'on appelle compound interest ici aux États-Unis, qui va être ininterrompu. Et si, comme vous avez remarqué, j'aime bien les anecdotes, j'ai une anecdote ici. Si demain je vous disais, je vous donne 1 million de dollars, ou vous avez le choix entre 1 million de dollars ou 1 centime que je vais venir doubler chaque jour. Donc, premier jour 1 centime, deuxième jour 2 centimes, troisième jour, etc., etc., etc. Et ça pendant 30 jours. Quelle solution, quelle option vous allez sélectionner? Si vous faites vos calculs, c'est un no-brainer de sélectionner l'option numéro 2, l'option de 1 centime par jour. Parce qu'au bout de 30 jours, ce 1 centime s'est transformé en 5,3 millions. Mais par contre, si au bout du jour 15 et du jour 25, j'ai une nécessité, quelque chose que je veux acheter, j'ai pas d'autre disponibilité, j'ai besoin de retirer 100 dollars de ce compte-là. Eh bien, en interrompant le compounding effect, eh bien, quelle est ma somme? Combien est-ce que j'ai dans ma poche au bout de 30 jours? Au lieu de 5,3 millions, eh bien, je n'ai plus que 2 millions. Le coût de ces 200 dollars est de plus de 3 millions d'euros. J'ai interrompu mon compounding effect, ce qui a impacté drastiquement mon retour au bout de mes 30 jours. Alors, c'est un exemple qui est fort pour que ça puisse parler, mais le point ici, c'est de venir appuyer ce que disait Alexandre tout à l'heure, l'importance d'avoir un actif défensif que je vais pouvoir nantir, que je vais pouvoir laisser compound, mais qui me permet quand même de faire des investissements, de profiter de ces périodes d'opportunité et de bien pouvoir utiliser mon dollar 2 fois. Le meilleur exemple et le dernier, il y a beaucoup d'exemples qui sont connus là-dessus, Walt Disney, qui a financé Walt Disney en utilisant l'effet de levier, McDonald's, mais le dernier, le plus connu, qui a utilisé l'effet de levier, c'est le rachat de Twitter par Elon Musk, qui a mis en garantie, alors c'était pas de l'assurance vie, mais qui a mis en garantie ses actions Tesla pour obtenir une ligne de crédit et financer l'intégralité de son investissement. C'est des stratégies qui sont utilisées par les plus grandes fortunes de ce monde et qui sont à la disposition de tout le monde grâce à cet actif qui est l'assurance vie américaine. Donc très important de vraiment bien maîtriser cet aspect-là. Alors également, on peut l'utiliser pour financer la scolarité des enfants. On va avoir un webinaire dans quelques semaines spécialisé sur ce sujet. Mais ce qui est important ici, quand on se met dans la peau de la famille Duval, c'est que si à la naissance de chacun de leurs enfants, ils saisissent cette opportunité, ici ils décident d'épargner 5 000 dollars par an par enfant sur une période de 10 à 12 ans, eh bien, à la naissance de chaque enfant, en ouvrant une case de life insurance, eh bien, leurs
18 ans après ou 20 ans après, lorsque les enfants vont commencer leurs études, ou même si les enfants décident de ne pas faire d'études, ce qui est beau, c'est qu'on a de la flexibilité, eh bien, ils auront une somme conséquente qui aura compoundé hein, en dehors de tout risque auquel on va pouvoir faire face sur les marchés financiers et immobiliers pour pouvoir financer leurs études, leur premier achat immobilier, et surtout, ils auront du choix, qu'ils soient aux États-Unis, en France, au Canada, peu importe où ils vont dans le monde, cet argent, ils pourront l'utiliser de façon complètement tax-free. Et si, je sais pas, ils décident de faire autre chose, monter un business, voilà, bon, drop out des études, ils décident de monter un business. Et bien, ils ont encore une fois une somme qu'ils vont pouvoir nantir et utiliser pour lancer leur projet. Donc, c'est non seulement un outil safe qui va compound over the year, mais c'est aussi un outil qui offre de la flexibilité, ce qui est clé ici, pour pouvoir soit financer les études des enfants, leurs projets, etc. Voilà. Alexandre, je pense que je te rends la parole. Je crois que tu es en mute, Alexandre. Parfait, merci beaucoup. On va parler des options au sein de votre contrat. Donc, vous avez la possibilité, en termes de choix des options de rendement, en tout cas qui vont pouvoir générer un rendement au sein du contrat, sont soit les dividendes de la compagnie mutuelle d'assurance, soit la possibilité d'être lié au S&P 500. Là, l'avantage, c'est que au niveau du S&P, vous allez avoir un certain cap qui est généralement autour des 10 à 12%. C'est-à-dire que si les marchés explosent, vous ne pourrez pas être crédité plus de 10 à 12. Mais que si les marchés sont en baisse, vous ne pouvez pas être crédité moins que 2 à 4%. Et donc, vous pouvez soit élire les dividendes de la compagnie mutuelle d'assurance, qui sont autour des 6% en ce moment, soit le S&P, qui sera entre le minimum et le maximum. Ou bien vous pouvez faire un mix des deux. Vous pouvez avoir 50-50, 70-30, 20-80, 0-100, et vous pouvez le changer de manière annuelle. Donc, vous pouvez élire les marchés financiers au sein de votre contrat, mais ces contrats restent garantis d'augmenter si le châssis est un châssis whole life. Ce n'est pas forcément le cas avec un châssis variable ou universal, et c'est pour ça qu'on va choisir, pour l'aspect des contrats d'assurance aux États-Unis, un contrat qui, lui, est garanti d'augmenter, que vous soyez sur les dividendes de la compagnie mutuelle d'assurance ou sur le S&P 500, vous allez pouvoir toujours compter sur une augmentation de ce type de contrat. On va passer au fait que c'est un outil également stratégique pour les entrepreneurs. Merci Alexandre. C'est effectivement souvent quand on parle d'assurance vie, on l'imagine dans une stratégie individuelle, ce qui est une stratégie essentielle comme on vient d'évoquer, mais également ça peut être une stratégie dans le cas d'une entreprise. Si certains d'entre vous, vous êtes entrepreneurs, l'utilisation en fait d'une assurance vie américaine peut avoir plusieurs vocations. La première, lorsque l'on est entrepreneur, il faut toujours penser à qu'est-ce qui peut se passer si demain je suis plus là. Imaginons, vous avez monté une société qui vaut aujourd'hui beaucoup d'argent, mais vous êtes une unique actionnaire ou vous êtes deux actionnaires. Donc, qu'est-ce qui se passe si demain, je ne suis plus là? J'ai travaillé toute ma vie, j'ai constitué une société qui a quand même une certaine valorisation. Demain, je ne suis plus là. L'impact sur la valorisation de ma société peut être assez important, notamment si je suis tout seul. On peut se retrouver dans une situation où les clients vont partir et la boîte ne vaudrait plus rien, la société ne vaudrait plus rien. Dans ce cadre-là, il est important de définir là aussi une assurance vie pourrait également être une source de sécurité dans ce cadre-là, ce qu'on appelle un contingency plan qui prévoirait en cas de décès, c'est-à-dire que si demain je décède, plutôt que ma famille, mon épouse ait l'obligation de reprendre le business alors qu'elle ne le connaît pas forcément et de devoir travailler dedans et d'avoir tous les soucis, on pourrait imaginer que dans ce cas de figure, la société souscrivent à une police d'assurance vie en valorisation de cette société, en la valorisant. Et en cas de décès, l'entreprise toucherait bien évidemment une prime d'assurance décès qui serait versée aux héritiers qui permettrait de compenser éventuellement la dissolution de cette entité. Ou alors, deuxième cas de figure, c'est si j'ai un partenaire, nous sommes dans une société où on est deux, je suis à 50-50 avec un autre associé. Si demain je suis amené à décéder, mon autre associé n'a pas forcément envie d'avoir des gens avec qui il n'a pas monté sa société comme co-associés. Par exemple, dans ce cas-là, pourrait être mes enfants, ça pourrait être mon épouse qui viendraient automatiquement associés. Et là aussi, ça les obligerait à rentrer en business et ça pourrait avoir un impact assez
peut-être néfaste dans le cadre de ce business. Là aussi, on pourrait imaginer, hein, dans le cadre de ce qu'on appelle un buy-out sell-out agreement, de prévoir, en cas de décès de l'un des associés, donc de souscrire une police d'assurance vie sur la vie de chacun des associés, dont le principal bénéficiaire, là également, serait l'entité. Et dans ce cadre-là, bien évidemment, si j'étais amené à décéder, la société toucherait en fait une prime d'assurance décès qui permettrait à l'associé survivant de racheter les titres à ma famille et qui permettrait donc de compenser ma famille à la valorisation de la société. Donc, dans ce cadre-là, ça permettrait, de permettre à ma famille de ne pas avoir l'obligation de travailler dans la société et d'avoir une transmission garantie. Et de l'autre côté, de permettre une pérennité de mon entreprise. Dans ce cadre-là, mon associé aurait la possibilité de reprendre l'intégralité de la société sans avoir à décaisser de l'argent, puisqu'en fait, on percevrait cette assurance décès. Et on peut faire également imaginer ce scénario dans le cadre d'une transmission à des salariés, à des personnes clés également. Deuxième effet de levier aussi, vous pourriez aussi également avoir des employés chez vous qui pourraient être ce qu'on appelle des key employés. Et qu'est-ce qui se passe demain si je perds ce key employé, si malheureusement cette personne essentielle était amenée à décéder? Là aussi, on peut prévoir des polices d'assurance décès qui permettraient à la société d'avoir le temps de se retourner. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faudrait recruter un remplacement, former ce remplaçant, pardon, et bien évidemment, il faudrait compenser, il y aurait une perte de chiffre d'affaires, donc il faudrait aussi qu'il y ait une possibilité de percevoir une assurance décès dans ce cadre-là. D'autre part, le fait de souscrire ces assurances décès avec ce qu'on appelle une cash value, j'aurais également, en tant qu'entrepreneur, accès à cette cash value, comme on vient d'évoquer. Je pourrais effectivement avoir un effet de levier pour demain, si j'ai besoin de financer un développement à l'intérieur de ma société, je pourrais toujours avoir le cash qui est à disposition à l'intérieur de cette assurance vie, hein, cette assurance décès, ce cash value life insurance, pour pouvoir l'utiliser et donc ne pas perdre en termes de trésorerie. Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais je vais mobiliser la trésorerie. Non, non, je peux avoir accès à cette trésorerie pour financer la croissance de mon entreprise et en plus, en cas de coup dur, avoir accès à une assurance décès. Donc ça, c'est un vrai avantage. Dernier avantage également qu'on a souvent tendance à méconnaître, l'assurance vie peut aussi faire l'objet d'un produit dans le cadre d'un placement de retraite, dans le cadre d'une rémunération de son employé. Il y a un plan de retraite qui est souvent méconnu, hein, qui s'appelle le 412(e)(3), qui est en fait une sorte de defined benefit plan. En gros, en résumé, c'est un plan de retraite à l'intérieur duquel je peux investir dans une police d'assurance vie. En gros, je peux demain dire pour un de mes employés, je vais souscrire pour toi un plan de retraite. Donc, ça va être dans l'occurrence un 412(e)(3), dans lequel je peux mettre jusqu'à 350 000 dollars free of tax et deductible, c'est-à-dire qu'en fait, je vais déduire de mon résultat cette prime qui est investie dans ce plan-là. Et à l'intérieur de ce plan-là, je vais pouvoir investir en grande partie dans une assurance vie. Ça revient à dire que les premiums sont déductibles de mes résultats. C'est un avantage fiscal pour l'entité, pour l'employé, et également, ça permet de faire ce qu'on appelle de la retention. Si mon employé, plus longtemps mon employé va rester, plus il aura accès à cette cash value. Et au moment où mon employé va partir à la retraite, il pourra avoir accès à cette cash value qu'il pourra convertir dans un autre source de plan. Donc, bien penser en fait à vraiment ces avantages que l'on a dans le cadre quand on est business, hein, quand on a un business ou quand même qu'on est employé. On peut utiliser aussi l'assurance vie comme une sécurité, comme une croissance et comme ce qu'on appelle de la rétention également pour ses employés, pour souscrire des assurances vie pour ses employés, pour que ça constitue également un plan de retraite. Très bien. Merci, Olivier. Avec plaisir. On va Et parler. Oui. d'optimisation des revenus dans le cadre de la retraite exactement. Et là, Exact. là, je vais, avant de te donner la parole, moi, je vais parler de la fiscalité également. Parce que là, vraiment, on parle souvent, qu'est-ce qui va se passer dans le cadre de mon assurance vie? Quelle est la fiscalité optimale? Qu'est-ce qui peut se passer et comment ça peut marcher? Donc, dans le cas d'une assurance vie, on l'évoquait tout à l'heure, en France, une assurance vie en France, elle est taxée au moment du rachat. C'est-à-dire qu'au moment où je prends de l'argent, elle va être taxée proportionnellement aux plus-values, aux gains qui ont été réalisés. Je donne un exemple. Si j'ai une assurance vie qui, au moment du rachat, elle vaut 300 000 euros, j'ai mis 100 000 euros à l'intérieur de cette assurance vie française. Elle a accumulé donc 200 000 euros de revenus. Donc, 2 tiers de ces revenus sont du profit. Si demain, je retire une partie de cette assurance vie, par exemple à hauteur de 100 000 euros, 2 tiers de ces 100 000 euros feront bien une taxation. Hein, c'est le principe de la fiscalité sur ces assurances vie en France. Du côté américain, comme j'évoquais tout à l'heure, le réel avantage, c'est qu'en fait, on va d'abord considérer que vous avez un remboursement de votre capital
avant de taxer ces revenus-là. Et ça présente un réel avantage dans ce cadre-là, puisque du côté américain, si vraiment, en gros, cas de coup dur, je souhaite pas utiliser l'assurance vie comme un effet de levier, c'est-à-dire que je ne peux pas l'emprunter, je veux vraiment réduire cette police-là à hauteur du capital que j'aurais injecté dans cette assurance vie, je n'aurais pas, ça ne fera pas l'objet d'une taxation du côté américain. Donc, c'est un réel avantage fiscal que l'on a du côté américain. Bien évidemment, du côté français, elle sera taxée au fur et à mesure de rachat. Donc, si demain vous avez une assurance vie américaine, au niveau de la taxation, si je suis résident fiscal français, dès lors que ce contrat, et on en parlera tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait quelques questions, dès lors que ce contrat sera reconnu ou pourrait être qualifié comme l'équivalent d'un contrat d'assurance vie français, en droit français, et là aussi, il faudra faire attention. Si demain je vis en France, j'ai une assurance vie américaine qui est approuvée dans le cas d'une assurance vie française, donc même fiscalité qu'une assurance vie française, attention, ce ne sera pas une meilleure stratégie de retirer cette assurance vie américaine parce que ça fera, certes, aux États-Unis, je n'aurai pas une taxation à hauteur du capital, mais en France, je peux me retrouver taxé dès le premier dollar. Donc c'est là où ce sera important vraiment d'utiliser plutôt l'effet levier, de privilégier un prêt sur cette assurance vie américaine plutôt qu'un retrait, parce qu'il pourrait avoir une conséquence fiscale du côté français si vous êtes résident fiscal français à ce moment-là. Allez. Donc là, je pense que c'est bucketing. Est-ce que... Oui, bah, je vais aborder ça. Très bien. Donc, en effet, quand on arrive à la retraite, il s'agit d'être positionné de manière optimale. Donc, juste pour repédaler un tout petit peu, quels sont les trois avantages majeurs d'avoir de la life insurance, assurance vie américaine en place en phase d'accumulation? Premièrement, c'est de pouvoir squeezer la banque, de générer des rendements qui sont garantis, mais qui nous permettent d'être supérieurs aux produits bancaires sur le long terme et avec les avantages fiscaux. Deuxièmement, c'est de pouvoir avoir les reins solides, d'avoir le bon montant. C'est 20-25% si vous êtes agressif, 35 à 50% si vous êtes conservateur. En ayant les bons montants d'actifs défensifs, vous allez être confortable avec le risque que vous prenez dans vos actifs de croissance. Et donc, vous allez pouvoir potentiellement générer plus de rendement sur ces actifs de croissance puisque vous n'êtes pas obligé de gérer le risque au sein de ces investissements, c'est-à-dire ajouter de la partie obligataire, puisque vous avez outsourcé la gestion du risque et ainsi vous pouvez générer plus de rendement. Et troisièmement, vous avez ce gun ou bazooka qui est chargé, qui est prêt à dégainer, et quand il y a des phases de baisse, vous avez la possibilité de générer d'autant plus de rendement. Plus de rendement, moins de risque, c'est exactement ce que l'on recherche. Voici les trois avantages majeurs de ce type d'instrument, en plus évidemment de la protection de sa famille along the way, puisque ce sont des millions de dollars qui sont attachés à ce type d'instrument-là, sont les primes que l'on paye, et qui vont nous protéger pour le reste de notre vie, en cas de décès prématuré également, mais on décédera aussi un jour, et un jour, un montant supplémentaire, supérieur, sera donné à nos bénéficiaires. Et en phase d'accumulation, voici les solutions, en tout cas les avantages. En phase de retraite, il s'agit de pouvoir avoir un certain montant minimum en cash value, en épargne de ces assurances vie permanentes, parce que ça va nous permettre de démultiplier nos revenus de retraite et de mettre en place une stratégie qu'on appelle de bucketing. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors, dans une stratégie classique à la française, vous allez accumuler un certain niveau de patrimoine. Prenons, pour exemple, qu'on prenne la retraite, disons, à 60 ans. Peu importe, ça peut être 65, 70, 80. Peu importe, on dit qu'on prenne la retraite à 60 ans avec un niveau de patrimoine. Assumons 1 million de dollars, qui lui est diversifié en immobilier, en cash à la banque, en investissement, en compte de retraite, disons 401k, ou peut-être même des parts dans un business, et vous valez un certain montant de patrimoine. Ça peut être 1 million, ça peut être 5, 10, 15, ça peut être... peu importe le montant, vous valez une valeur de patrimoine sur lesquelles, à cause du risque de longévité, et que maintenant nous avons l'opportunité de vivre 15, 20, 30, 40 ans à la retraite, à cause du risque de longévité, vous allez dire, bah, je ne vais pas tout dépenser en 2 ans, et j'ai plus rien à voir, et je vais me retrouver en difficulté financière. Donc on va stratégiquement essayer de sécuriser un maximum le patrimoine et de vivre des intérêts générés par ce patrimoine-là pour que ce capital puisse continuer pour le reste de notre vie à générer ce revenu. Si j'assume 5% de rendement, je peux assumer 6, 7, 8, je vais assumer 5, et je vais assumer 20% d'impôt, ça veut dire que j'ai 4% net. Donc si j'ai 1 million de dollars, ça me veut dire 40 000 dollars de revenus.
Si j'avais 5 millions, ce serait 200 000. Si j'avais 10 millions, ce serait 400 000. Peu importe, je vais générer des revenus, payer de l'impôt dessus et avoir mon style de vie basé là-dessus, en plus des revenus garantis de sécurité sociale, etc. La problématique, en tout cas de cette stratégie, qui est la meilleure stratégie à mettre en place en France, c'est comme ça qu'on a, entre guillemets, été d'une certaine manière éduqué. On va diversifier son patrimoine et vivre des intérêts générés, et puis en ayant démembré un petit peu des biens immobiliers du côté français, on va pouvoir réduire l'impact successoral. Eh ben, c'est la stratégie qui est la meilleure stratégie à mettre en place en France. Et donc, quand on s'exporte à l'étranger, on va rester un petit peu dans ce cadre de schéma de pensée. Mais si l'objectif est de garder le style de vie, malheureusement, cette stratégie est vouée à l'échec. Elle est vaine. Je peux croiser d'autres jeux pour mes parents qui sont, eux, en France, qui sont exactement dans cette stratégie-là, qui sont déjà retraités, qui vivent des intérêts de leur patrimoine et qui, bon, ben, vont vivre uniquement de cela. Et ça va être extrêmement compliqué de faire face notamment à tous les risques que l'on fait face à la retraite. Et qu'on le veuille ou non, quand on part à la retraite, on fait face à une vingtaine de risques qui va mettre tellement de pression au quotidien que ça va être extrêmement compliqué de garder le style de vie. Je ne vais pas faire l'ensemble des 20, mais je vais te en exergue les 5 premiers. Premièrement, c'est la longévité. Pour deux raisons. Un, on peut vivre une très longue vie. Et deuxièmement, on ne sait pas exactement combien de temps ça va durer. Et donc, on doit garder le patrimoine un petit peu intact. Deuxièmement, c'est l'inflation. Face à l'inflation. On en a déjà discuté avec Olivier et Adrien. Troisièmement, c'est la taxation. On est dans un bas historique au niveau de la fiscalité sur le revenu. Au taux marginal, nous sommes à 37%, on était à 39,6 il y a 6 ans, on était à 70% dans les années 70, 93% dans les années 30-40. Si nous revenons à une moyenne médiane historique, évidemment, notre net serait impacté négativement. Point numéro 4, c'est l'ordre des rendements. Ça, c'est la compréhension que les 5 années avant la retraite et les 5 années après la retraite, cette zone de 10 ans, c'est la zone la plus dangereuse de toute la planification financière. On peut être le ou la meilleure gestionnaire de notre patrimoine sur 30 ans. Si on prend une claque financière et immobilière dans cette période-là, entre les 5 années avant la retraite et les 5 années après la retraite, ça va avoir beaucoup plus d'impact que si nous avions un crash à l'âge de 92 ans. Donc la question à se poser, quel que soit notre âge, comment puis-je dès maintenant, à l'heure où on se parle, déjà réduire l'impact de l'ordre de rendement, qui va être absolument fondamental. Et le point numéro 5, c'est le risque en lui-même. Pour pouvoir générer du 5%, en ce moment, il n'y a pas vraiment trop de problèmes. On peut encore, à l'heure actuelle, sur des instruments bancaires, générer du 4,31% en ce moment, 100% liquide. Voilà. Donc 5%, ça ne me paraît pas être foufou. Mais si je dois générer du 6, 7, 8% chaque année pour le reste de ma vie, sans aucune année négative, là, ça commence à être un challenge. Et ça, ce sont les 5 risques majeurs de notre stratégie patrimoniale. Les autres 15 risques sont l'augmentation des coûts de la santé, les problématiques de sérénité, les problématiques de transfert d'argent international, etc., qui va mettre d'autant plus de pression à garder notre style de vie pour le reste de notre vie. L'alternative que nous avons à notre disposition, en étant résident fiscal américain, c'est de pouvoir changer cette donne pour le reste de notre vie. Et cela commence aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à terme, l'objectif, c'est que le jour où vous partez à la retraite, vous soyez en position de force. Au lieu d'avoir 1 million de dollars, l'idée, c'est d'avoir que 800 000 dollars dans ces mêmes actifs et d'avoir un autre actif ici de 200 000 dollars qui, lui, fait toujours partie de mon patrimoine, j'ai toujours 1 million, mais qui va me permettre un certain nombre de choses. Et c'est pour ça que visuellement, je le positionne indépendamment des autres, parce que celui-ci a 3 caractéristiques majeures. Un, il va nous permettre de faire face à l'inflation. 2, il est garanti d'augmenter. Et 3, il est tax-free, il est défiscalisé, peu importe où je suis. En tout cas, je vais pouvoir l'utiliser de manière défiscalisée. Et l'effet de levier également de l'assurance décès va pouvoir passer de manière défiscalisée. Cet instrument, c'est votre life insurance, votre whole life insurance, qui va avoir une cash value et un death benefit attaché. On a à la fois une cash value et un death benefit. Si j'avais 200 000 dollars d'épargne, j'aurais à peu près 500 000 dollars en cas de décès, qui passerait à mes bénéficiaires. Donc en cas de décès, par exemple, à l'âge de 60 ans dans mon exemple, j'aurais 800 000 de mon patrimoine plus les 500 000 dollars du death benefit. Et bien, stratégiquement parlant, comme on l'a vu ensemble, on a la liquidité de cet instrument. Soit on tire en cash, soit on prend une ligne de crédit ou un prêt, on a cette liquidité. Et bien, stratégiquement, on va s'abstenir de générer du revenu, de toucher à cet instrument pendant les 20 premières années de notre retraite. Est-ce que l'on peut? La réponse est oui, mais on va stratégiquement s'abstenir pour pouvoir faire en sorte que 20 ans plus tard, par exemple ici entre 60 et 80 ans, ces 200 000 dollars vont doucement mais sûrement continuer à compounder et se transformer en 550 000 dollars. Et en cas de décès, 750 000 dollars tax-free. Ici, 550 000 dollars tax-free d'utilisation. On peut utiliser pour tranquillement finir le jours. Et en cas de décès, on laisse derrière nous un effet de levier à 750 000 dollars tax-free au lieu de potentiellement 1 million de dollars taxables. Comme on a assez d'argent pour nous finir le jours et qu'on laisse de l'argent
avec effet de levier de manière défiscalisée derrière, on a assuré stratégiquement notre fin de vie. Et comme c'est le cas, maintenant, on va avoir un montant d'argent défini, c'est 800 000 dollars, et là où la donne sera complètement changée, c'est que maintenant, on va pouvoir planifier sur un nombre d'années défini, au lieu de penser à la retraite comme une seule phase indéfinie. On va pouvoir avoir la permission, ce qu'on appelle le permission slip, de pouvoir dépenser à la fois le capital et les intérêts, au lieu de vivre uniquement des intérêts de notre patrimoine. Et cela, on va pouvoir le faire de manière proactive pendant les 20 premières années de la retraite. Et cela est intéressant, parce que si je vous pose la question, est-ce qu'il serait plus intéressant de commencer à vivre, ou en tout cas de pouvoir avoir le meilleur style possible à 60 ans, ou de commencer à vivre à 80 ans? Ça, c'est l'opportunité de pouvoir massivement augmenter nos revenus de retraite dans la zone la plus importante de la retraite. C'est les 20 premières années de notre retraite. On a les enfants potentiellement, les petits-enfants, on souhaite voyager, avoir les plaisirs qu'on souhaite avoir, et il faut avoir l'opportunité de pouvoir dépenser un maximum de nos liquidités dans cette période-là. Si je fais les maths très rapidement, 800 000 dollars de notre capital pendant 20 ans, ça veut dire 40 000 dollars de mon capital chaque année. Et j'ai assumé que je générais 4% de net sur ce patrimoine-là. La première année, 4% de 800 000 dollars, ça fait 32 000 dollars. Ça veut dire que j'ai généré 72 000 dollars de revenus comparé à 40 000. Sur une période de 20 ans, ça fait 40 à 60% de revenus supplémentaires. Donc la problématique de l'inflation est annihilée. Deuxièmement, c'est la taxation. Dans la stratégie numéro 1, entre 50 000 et 40 000, j'aurais payé 10 000 dollars d'impôts pour le reste de ma vie. Dans la stratégie numéro 2, j'ai que 800 000 dollars taxables et à risque, donc j'aurais que 8 000 dollars à payer la première année. Après 10 ans, j'ai plus que la moitié, donc 4 000. Et après 20 ans, j'ai plus d'impôts à payer et je me retrouve avec un actif complètement défiscalisé. Si je fais les maths, 20 fois 10 000, j'aurais payé 200 000 dollars en impôts la première année. Peu importe où mes actifs sont situés et peu importe où est ma résidence fiscale. Puisque moins j'ai d'actifs qui génèrent du revenu, moins j'ai d'impôts sur le revenu à payer. Dans la stratégie numéro 2, 20 fois la moyenne, 20 fois 4 000, j'aurais payé que 80 000 dollars d'impôts. Et donc, j'ai réduit de 60% l'impact fiscal. Si je suis encore en vie à 80 ans, je continue à payer mes 10 000 dollars. Dans la stratégie numéro 2, j'ai plus mais 1 dollar à sortir. J'ai annihilé petit à petit la problématique de la fiscalité internationale. Et enfin, en termes de risque, dans la stratégie numéro 1, j'ai que 80% à risque comparé à 100%. Je suis déjà moins risqué dans cette stratégie ici, ou en tout cas dans l'ordre des rendements dans les 5 années avant et les 5 années après la retraite. Mais également, mes actifs les plus risqués, c'est ceux que je vais dépenser en premier. Mes actions, mes obligations, puis mon immobilier pour me retrouver dans une situation complètement sécurisée. J'ai ainsi, petit à petit, annihilé le risque de l'ordre des rendements et le risque en lui-même de toute la stratégie patrimoniale. Donc, dans cette stratégie qu'on appelle de bucketing, au sein de notre stratégie de retraite, qu'est-ce qu'on a pu accomplir? On a pu générer plus de revenus, on a payé moins d'impôts, on a pris moins de risques et on a assuré sa succession derrière. Donc voilà ce que le Wally va pouvoir vous servir. On a vu la phase d'accumulation, on a vu la retraite et on va parler enfin de la phase de l'optimisation successorale. Merci Alexandre, absolument. Donc, quand on parle de fiscalité de succession, qu'est-ce qui peut se passer demain si dans le cas de la famille Duval, hein, avec des parents âgés restés en France, Thomas, il doit anticiper bien évidemment un éventuel héritage transfrontalier, donc il souhaiterait comprendre quelle est la fiscalité, bien évidemment, de l'assurance vie française. Donc en France, là on parle de fiscalité de succession, on a parlé tout à l'heure de transmission, tout à l'heure nous avons parlé de fiscalité d'imposition sur les revenus, là on parle de fiscalité d'imposition de transmission. Donc, dans le cadre des assurances vie, hein, on considère que l'assurance vie, entre guillemets, est hors succession en France pour une partie. C'est-à-dire que si on va regarder en fait en fonction de l'âge dans lequel vous investissez, vous payez les primes comment dirais-je, vous constituez, vous injectez en fait votre capital dans une assurance vie française. Si vous le faites avant 70 ans, dans ce cadre-là, on considère que la partie assurance vie est hors succession et a sa propre fiscalité sur le cadre d'une transmission. Donc, on aura un abattement qui est de 152 500 euros par bénéficiaire, ce qui est quand même assez conséquent hein, quand on a plusieurs enfants. Et au-delà de ces abattements, cette fiscalité fera l'objet d'une fiscalité à des taux uniques. Première fiscalité à taux unique jusqu'à 700 000 euros. Donc, au-delà de 700 000 euros, encore une fois, on raisonne toujours, attention, par bénéficiaire. Hein. Donc, si on est 4, on va regarder le total que l'on va toucher, on va diviser par 4, bien évidemment. Donc, jusqu'à 700 000 euros après application d'abattement de 152 500 euros, la fiscalité sera de 20%. Et au-delà de 700 000 euros, cette fiscalité sera de 31,25%. En revanche, si vous fondez, vous investissez, vous versez de l'argent dans une assurance vie après 70 ans, là, malheureusement, entre guillemets, on va rentrer dans une fiscalité successorale
pour laquelle on aura un abattement de 31 500 € uniquement, et une taxation qui pourra être, dans le cadre de parents-enfants, l'objet d'une taxation jusqu'à 45%. Donc, bien comprendre cette divergence en termes de fiscalité, hein. On peut avoir un avantage en termes successoral d'un point de vue d'impression, on verse avant 70 ans. En revanche, après 70 ans, on pourra avoir une fiscalité qui sera une fiscalité ordinaire et donc assez conséquente. Et donc, du coup, ça perdra un petit peu de son intérêt dans ce cadre-là. Donc, ça, il faut bien vraiment y avoir conscience parce qu'on a un réel avantage fiscal. Dans le cas d'une assurance vie américaine, alors attention dans ce cadre-là, hein, nous, je sais qu'il y avait plusieurs questions là-dessus, hein. Dans notre cas, nous, par rapport à nos contrats d'assurance vie que nous avons fait étudier par des avocats français, en théorie, normalement, nous sommes, c'est reconnu dans le cas d'une assurance vie, l'équivalent d'une assurance vie française. Alors, il va falloir qu'on répartisse un petit peu parce que l'assurance vie américaine traditionnelle, dont on vient de parler, a deux composants, encore une fois, une partie cash value, une partie revenu accumulé, capital et revenu accumulé, une partie assurance décès. Sachant que, encore une fois, lorsque l'on a une assurance vie aux États-Unis, on touche qu'une somme, c'est l'assurance décès. On va pas regarder, on va pas faire la somme des deux, on va prendre l'assurance décès. En revanche, en fiscalité française, avec une assurance décès pure, c'est-à-dire que lorsqu'on paye, comme l'équivalent d'une term life insurance, ne fait pas l'objet d'une taxation on verse cette assurance décès. En revanche, quand on a une assurance vie classique, c'est ce que je viens de vous évoquer, si c'est versé avant 70 ans, on a une fiscalité assez avantageuse. Donc, dans notre cadre à nous, hein, la position des conseils que nous avons obtenus, hein, dans notre cadre à nous, c'est que vous allez identifier en deux l'assurance vie américaine. On va regarder quelle est la partie cash value et quelle est la partie assurance décès pure. Donc, la partie cash value rentrera dans un actif successoral français, comme dans le cas d'un actif d'une assurance vie française. Et toutes les différentielles entre la cash value que j'ai accumulée et la pure assurance décès fera, elle, l'objet d'une fiscalité au régime des assurances décès en France. Donc, je vous donne un exemple. Vous touchez une assurance décès, une seule limite de 2 millions d'euros, de dollars, au moment de votre décès dans cette assurance vie américaine. Sauf qu'à l'intérieur de cette assurance vie, on avait accumulé ce qu'on appelle une cash value de 1 500 000 $. Donc, c'est 1 500 000 $ pour l'objet d'une fiscalité de ce dont on vient de évoquer, de type d'assurance vie française. Les 500 000 € restants feront l'objet d'une fiscalité réduite, voire nulle, puisqu'on considérera que c'est une assurance décès pure. Mais ma recommandation toujours, c'est si vous avez une assurance vie américaine, faites-la étudier par votre avocat pour voir dans quel cas elle va se mettre. Si votre avocat a un doute, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle en France un rescrit. Un rescrit, c'est on demande la position officielle du fisc français. Dans votre cas, ça veut dire qu'à partir du moment où le fisc français vous dit pour nous c'est ça, ça sera appliqué et ils ne pourront plus remettre en cause. Donc parfois, c'est bien d'utiliser le phénomène de rescrit. Alors c'est un petit peu long comme process, mais d'utiliser ce type-là, c'est assez intéressant. Maintenant, si on passe sur la slide d'après, si on se positionne de l'autre côté, en fait, aux États-Unis, c'est relativement simple. Il faut savoir qu'aux États-Unis, comme je viens de vous l'évoquer, on touche qu'une somme, c'est l'assurance décès, c'est le death benefit. Même si on a accumulé du cash, hein, on va toucher une somme, l'assurance décès. Cette assurance décès fait partie de l'actif successoral aux États-Unis. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, si vous êtes, certains d'entre vous, domiciliés fiscalement aux États-Unis, attention, c'est pas la même notion que la résidence fiscale, vous avez le droit à un abattement sur votre patrimoine mondial, dans le cas des successions, de votre vivant ou à votre décès, de 13 990 000 $. Hein, on raisonne pas comme en France par bénéficiaire, là, c'est la personne qui décède qui paye son impôt. Donc, 13 990 000 $ pour moi, 13 990 000 $ si j'ai une conjointe, pour mon épouse, par exemple, et les assurances décès vont se rajouter bien évidemment, au patrimoine. Donc, imaginons demain que vous avez un patrimoine qui fait 5 millions, un cash d'un patrimoine qui fait 5 millions entre l'immobilier et des investissements, et qu'en plus de cela, en cas d'essai, vous allez toucher 3 millions de dollars de patrimoine, votre patrimoine, entre guillemets, taxable aux États-Unis sera de 8 millions. Donc, tant qu'on n'arrive pas à 13 990 000 $, il n'y a pas de problématique, hein. En fait, il n'y aura pas de fiscalité, aucune fiscalité de transmission, aucun souci. Et n'oubliez pas qu'on apure les plus-values également, parce que c'est une question que j'ai vue dans le chat en disant, bah oui, mais les intérêts sont taxables au moment du décès. Non, non. Au moment du décès de la personne qui a constitué cette assurance vie, on touche juste la partie death benefit. Il n'y a pas de taxation à l'impôt sur les revenus qui ont été accumulés. On purge cette plus-value dans ce cadre-là. Donc, c'est un vrai avantage fiscal également. Donc, on va toucher cette assurance décès et on ne sera pas taxable si on ne dépasse pas 13 990 000 $. Maintenant, si on le dépasse, parce que souvent, beaucoup de gens me disent, maintenant, moi, je suis loin. Sauf qu'ils sont à 8-9 millions. Mais quand on met en place des très bonnes stratégies avec les outils d'assurance décès, on peut arriver souvent à avoir des assurances, une death benefit qui atteint au moment du décès 5, 6, 7 millions. Ce qui fait qu'on est au-dessus des abattements.
Et là, la parade à tout cela, c'est de loger, si, alors attention, sous la condition de ne pas rentrer en France, parce que là, il faut faire attention également, ce serait de loger cette assurance vie dans ce qu'on appelle un ILIT. L'ILIT, c'est l'acronyme de Irrevocable Life Insurance Trust, ou dans un Family Partnership. Pourquoi il y aura un intérêt de faire ça? C'est-à-dire qu'en fait, le fait que le propriétaire de cette police soit un trust ou une autre entité, va permettre de sortir de la succession cette partie d'assurance décès. Donc, en fait, cette assurance décès sera complètement hors succession. Donc, si demain, certains d'entre vous, vous avez 10 millions de patrimoine et que vous prenez une assurance vie avec une death benefit de 10 millions, et ben, ces 10 millions, on pourra les sortir complètement. En revanche, qui va quand même faire l'objet d'une donation, ce seront tous les premiums qu'on va injecter. Donc, c'est-à-dire que si demain, vous avez injecté 2 millions de dollars de votre cash dans une assurance vie américaine et qu'à ces 2 millions de dollars sont attachés 10 millions de dollars de death benefit, les 2 millions de dollars, je vais devoir les considérer comme une donation à un trust. Donc, ça va rentrer dans mon patrimoine de donation d'abattement de 13 990 000 dollars. En revanche, les 8 millions restants ne seront jamais fiscalisés si je le loge dans ce véhicule juridique, c'est-à-dire un partnership américain ou un ILIT, un Life Insurance Trust. Si tu passes à la slide d'après. Donc, en fait, vous allez voir dans la slide d'après, dans notre cas à nous, bien évidemment, c'est protéger le patrimoine contre les estate tax, comme je l'évoquais. Pourquoi? C'est si on est proche des abattements, si finalement on est loin, avec les 13 990 000 on sera toujours très loin de l'abattement, ça va, mais attention, les lois peuvent changer. Pour la petite histoire quand même, aujourd'hui, comme l'a dit Alexandre à juste titre, nous sommes dans un bail historique de fiscalité très basse, y compris d'impôt sur les successions. À l'heure actuelle, l'abattement de 13 990 000 dollars est censé expirer au 31 décembre de l'année 2025. Donc, à partir du 1er janvier 2026, on est censé retourner au montant qu'on avait avant les tax cuts de l'administration Trump de 2017. Donc là, on retournerait vers 7 millions. Donc attention, là, ça baisserait beaucoup. Donc là, d'où l'intérêt parfois de mettre dans ces véhicules-là. Alors vous allez me dire, oui, aujourd'hui, l'administration Trump, de toute façon, a dit dans son programme politique, je vais avoir une meilleure fiscalité, je vais continuer à faire les abattements. Tout dépend de ce qui va se passer aujourd'hui. Et les tarifs en font partie. On oublie souvent que les tarifs sont aussi liés à la fiscalité américaine qui va être dans le futur. C'est-à-dire tout dépendra de combien le président, l'administration Trump va pouvoir lever comme revenu. C'est ce qui va lui permettre de financer également ses réformes fiscales, et notamment la poursuite des baisses d'impôts, puisqu'aujourd'hui, on est dans une fiscalité temporaire qui devrait revenir à une fiscalité, comme l'a évoqué Alexandre tout à l'heure, plus importante à partir du 1er janvier 2026. Donc, on est optimiste, ça devrait être le cas, parce qu'il y a une volonté politique, entre guillemets, mais attention, il y a des problématiques aux États-Unis de déficit. Donc, comment je vais financer tout ça? Et l'un des financements dans lequel était prévu dans le programme de l'administration Trump, du président Trump, était d'augmenter les tarifs douaniers, ce qui est en train de se produire, mais on va voir ce qui va se passer parce que c'est des bras de force, un bras de force. Donc, l'intérêt, c'est de loger dans ce véhicule-là, comme vous évoquez dans ce trust, qui va vous permettre, en fait, à la fin, de pouvoir justement avoir une optimisation fiscale dans ce cadre-là, et deux, de pouvoir également générer dans un véhicule, et Adrien va vous en parler après, dans un véhicule générationnel, et de laisser cette assurance d'essai grandir à l'intérieur d'un trust qui va vous permettre également d'avoir une meilleure transmission à vos enfants, petits-enfants et générations, et qui va vous permettre justement de définir dans quel cadre vous allez souhaiter que cet argent soit placé. Mais attention, en cas de retour en France, on a toujours la problématique du trust, même si effectivement on a eu un arrêt, il y a eu un commentaire là-dessus, un arrêt du Conseil d'État en 2023, mais ça concernait l'impôt sur revenu, qui assimilait un trust à un partnership américain, donc qui autorisait la transparence fiscale, mais ça c'était en cas d'un impôt sur revenu. Dans le cas d'une transmission, on est toujours quand même dans l'arbitraire où le trust n'est pas reconnu d'un point de vue français, donc il n'y a aucun intérêt à loger dans un trust une assurance vie, puisque en fait, on considérera que c'est la personne qui a constitué ce trust qui fera toujours l'objet d'une transmission et d'une succession. Je vais te laisser la parole, Adrien, pour justement parler de ces problématiques. Bien sûr. Merci, Olivier. Alors, on va terminer notre journée, notre journey à l'américaine sur l'assurance vie par l'aspect legacy. On a vu l'intérêt et l'impact dans votre stratégie actuelle d'accumulation. Alexandre a présenté l'impact pour la retraite. Olivier a présenté l'impact fiscal lors de la succession. Et je vais clôturer par présenter l'impact sur vos générations futures. Sur vos enfants, les enfants de vos enfants, les enfants de vos petits-enfants. Comment mettre en place une structure qui va pouvoir durer des générations, des générations et des générations.
Alors, au niveau fiscal, Olivier en a parlé tout à l'heure. Vous avez la possibilité de loger ce type de contrat au sein de trust ou au sein de corporation en fonction de où vous prévoyez de vous trouver dans le monde au moment de votre retraite. Alors je sais que c'est toujours compliqué de savoir où on sera, mais le best en fonction du best guess. Mais maintenant, une question que souvent les personnes se posent, c'est de se dire bon, bah, c'est très bien, j'ai optimisé ma succession, mes enfants vont recevoir ce beau montant hein, que je leur lègue, mais maintenant, quid de qu'est-ce qu'ils vont en faire? Comment est-ce que je peux avoir du contrôle sur cet argent dont ils vont bénéficier? Et à juste titre, hein, si on prend deux exemples, deux familles extrêmement connues ici aux États-Unis, et les familles Rockefeller et Vanderbilt. Rockefeller et Vanderbilt, on connaît tous le nom. Mais il y a une famille qui aujourd'hui utilise son nom comme plutôt marketing parce qu'elle n'a plus de fortune, c'est la famille Vanderbilt. Alors que la famille Rockefeller, hein, elle est, si vous regardez, tous les membres de la famille Rockefeller sont encore dans la Forbes list. Hein, donc on a une famille qui a réussi à conserver sa wealth, hein, grâce à la legacy qu'elle a mis en place, qui a réussi à conserver ça sur des générations, et une autre qui a tout perdu. Et pourtant, au départ, la famille Vanderbilt avait 2 fois plus de net worth que la famille Rockefeller. La différence entre ces deux familles, c'est simplement le planning. Et pour l'anecdote, il faut savoir que la famille Rockefeller a mis en place le plan que voulait mettre en place Cornelius Vanderbilt, mais qu'il n'a malheureusement pas eu le temps de mettre en place, qu'il est décédé. Il est décédé avant. Et alors, vous allez me dire, OK, moi, je suis ni Rockefeller ni Vanderbilt, comment je peux appliquer ça à moi-même? Eh bien, vous pouvez appliquer exactement la même chose, peu importe votre patrimoine, hein, en combinant structure et assurance vie, et en reprenant le modèle de Rockefeller qui est le suivant. En fait, tout simplement, les Rockefeller ont dit la chose suivante. Eh bien, un de mes héritiers aura accès hein, à mon héritage pour plusieurs raisons. La première raison, c'est bien sûr tout ce qui va être éducation, hein, pour frais d'éducation, frais de santé, hein, on a des problèmes de santé, accès illimité au patrimoine, le down payment du premier bien immobilier, et également, hein, si une des personnes décide de lancer un projet professionnel, hein, création d'entreprise, sous réserve de la validation du board, alors ils avaient créé un trust, ça pourrait être une corporation, sous la validation du trust, eh bien, ils ont accès au patrimoine, mais par contre ici, hein, c'est pas un don, mais un emprunt qu'ils devront rembourser si ils sont successful. Alors vous allez me dire, ok, c'est très bien, mais qu'est-ce qui fait que la stratégie perdure? Mais c'est là, en tout premier, il faut savoir que dans le monde, aujourd'hui, lorsqu'un Rockefeller naît, hein, automatiquement, le trust Rockefeller va prendre un maximum d'assurance vie sur ce nouveau-né. Et le but, il est simple, c'est que si cette personne réussit, ce qui est le cas jusqu'aujourd'hui, hein, ils ont tous réussi, si cette personne réussit, eh bien, au moment du décès, le trust viendra se remplir grâce à l'assurance vie qui a été prise au début. Mais si cette personne, malheureusement, hein, échoue, ou je sais pas, enfin peu importe ce qui se passe, eh bien, est-ce que le trust sera entre guillemets perdant? La réponse c'est non. Pourquoi? Parce que l'assurance vie qui aura été prise en place au début viendra re-remplir l'argent dépensé pour cette personne-là. Et ainsi, hein, grâce à ce modèle de vase communicant, hein, la famille Rockefeller a réussi à rester, à contrôler hein, les 3 éléments qui vont éroder une fortune, hein, qui sont les taxes sur l'héritage, les taxes sur la plus-value, et le troisième, le lifestyle, trop important. Aujourd'hui, il y a une recherche importante, hein, je vais vous laisser quelque chose de léger, intéressante, pardon. Je vais vous laisser quelque chose de léger qu'on peut faire. Vous avez qu'à taper sur Internet Mansion Vanderbilt Family, vous allez voir tous ces mansions énormes que la famille a créé. Hein, le Great Gatsby a été inspiré de la famille Vanderbilt. Et faites le même exercice avec la famille Rockefeller. Tapez sur Internet Mansion Famille Rockefeller. Vous verrez que c'est beaucoup plus, c'est toujours de très belle propriété, hein, mais ça reste beaucoup plus modeste. Et comment est-ce qu'on a réussi ça? Et bien tout simplement, grâce à ce trust, grâce à la structure qu'il y a au sein de ce trust, la famille Rockefeller a réussi à rester aujourd'hui au top de la Forbes list. Lorsque
Malheureusement, la famille Vanderbilt, elle, a disparu. Donc voilà, enfin, pour conclure, un outil également qui va vous permettre à votre legacy de rester sur des générations, des générations et des générations. Alexandre, je te passe la main pour la conclusion. Oui, très bien. Donc, pour conclure sur cet instrument, sur cette possibilité d'avoir de l'assurance vie permanente américaine ici aux États-Unis, ça vous permet de protéger votre famille, de constituer en effet un patrimoine, avoir une épargne, minimiser le risque au sein de la stratégie globale, puisque c'est un actif qui est garanti d'augmenter, utiliser cette épargne durant votre vie, à la fois pour faire d'autres investissements, mais également de pouvoir financer les études des enfants, de pouvoir vous lancer dans votre carrière en tant qu'entrepreneur, de maximiser vos revenus de retraite, de pouvoir faire un transfert de votre patrimoine efficace, et puis enfin, voilà, de pouvoir créer du multi-generational wealth, comme le disait Adrien. C'est pas que vous qui êtes impliqué, c'est vous, vos enfants et même vos petits-enfants dans le cadre de la constitution stratégique de votre patrimoine à l'heure actuelle. Donc, voilà, je pense avoir répondu à la question initiale. Est-ce que Ouais. c'est un instrument indispensable? Probablement oui, si vous avez la capacité de pouvoir épargner, mettre de l'argent de côté et de constituer votre patrimoine de la manière la plus optimale possible. Il s'agit d'avoir un niveau d'actif défensif qui soit adapté à votre situation. Et évidemment, la grosse partie du patrimoine sont les actifs de croissance, qui est mon expertise dans l'équipe. Mais on a voulu aborder les actifs défensifs aujourd'hui qui font partie intégrante de la stratégie globale et internationale. Si vous souhaitez rester en contact avec nous, nous avons nos QR codes ici. Pour ici, moi, Alexandre, sur la partie des investissements. Vous avez Olivier sur toute la problématique fiscale. Et puis Adrien sur faire un premier rendez-vous avec vous et s'assurer que vous puissiez potentiellement profiter de toute notre valeur ajoutée. Donc, juste pour conclure là-dessus, on vous aide à USA France Financial sur l'ensemble de votre stratégie patrimoniale. Nous avons cette compréhension des applications financières, fiscales, légales, internationales, d'avoir différentes stratégies financières à mettre en place, accès à des investissements across the board. Donc, on a parlé des assurances et la gestion des risques en effet aujourd'hui, mais on a accès à toutes les solutions patrimoniales et ce qui permet à notre clientèle d'être en position de force, que les marchés sont en hausse, que les marchés sont en baisse. En ce moment, les marchés sont volatiles. Il faut être proactif avec vos finances dans ce type de situation. Donc, on vous amène à prendre rendez-vous, potentiellement un premier rendez-vous avec Adrien pour comprendre votre situation et vous accompagner au fil de votre vie dans les bonnes décisions stratégiques de votre patrimoine. Merci Alexandre. Alors, je vais répondre rapidement. Il y avait quelques questions. On va y répondre assez rapidement parce on a déjà dépassé l'heure. Donc, Romain est gentil de nous laisser un petit peu dépasser. Il y avait une question dans un cas de figure assez particulier. Alors, bon, je résume rapidement. Une personne qui a hérité de son père, qui était résident américain, citoyen américain, qui a hérité d'une assurance vie américaine, pour lequel le notaire lui a dit elle fera l'objet d'une taxation, elle ne fera pas l'objet d'une fiscalité réduite dans le cas des assurances vie françaises, elle fera l'objet d'une taxation en France. Alors, la première chose qu'il faut bien savoir, tout d'abord, je vous recommande de consulter un avocat fiscaliste spécialisé sur ces domaines-là. La deuxième chose, c'est sachez également que dans le cas d'une transmission, d'une succession, normalement, la fiscalité est du ressort du pays de la personne qui décède. Donc, si votre papa était résident fiscal américain, quand bien même vous seriez bénéficiaire en France, et qu'en droit interne français, normalement, c'est la fiscalité bénéficiaire qui s'appliquerait, dans le cadre de la convention fiscale entre la France et les États-Unis, c'est la fiscalité du pays de résidence de la personne qui décède qui va s'appliquer. Donc après, le débat, ce sera de se dire comment déclarer en fait cette assurance vie américaine dans le cadre d'une transmission en France. Donc ça, il va falloir le déclarer dans le cadre dans un formulaire fiscal en France. Mais je vous recommande de consulter un avocat parce qu'en fonction du contrat type d'assurance décès qu'avec votre vie, qu'avec votre père, il faut également voir comment vous pourriez l'appréhender d'un point de vue français et surtout d'un point de vue déclaratif. Mais normalement, encore une fois, j'insiste, une succession est taxable dans le pays de résidence de la personne qui décède. Donc, si votre papa était résident fiscal, citoyen fiscal américain, habitant aux États-Unis, convention fiscale taxée en pays de résidence, c'est un actif américain et non pas un actif français. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir, mais je vous recommande de consulter quelqu'un dans ce cadre-là. Et également, votre deuxième question par rapport aux intérêts, il n'y a pas de taxation dans le cas des assurances vie classiques aux États-Unis, au décès. Les intérêts ne sont pas taxés au décès. Il n'y a pas de taxation sur les intérêts et les produits accumulés. Vous avez juste une taxation dans le cadre de la transmission, sur l'impôt sur le death benefit, mais ça fait l'objet d'un abattement à hauteur de 13 990 000 $. Donc, nous avons la marge de manœuvre.
Autre question donc qu'il y avait également hein, dans l'auditorium, c'est je regarde aussi du SA France Financial, j'ai l'impression que vous travaillez avec des entreprises, des familles aux moyens conséquents. Non, pas du tout. En fait, nous avons trois branches. Hein. Nous avons une branche et vous pourrez compléter Adrien et Alexandre, hein, une branche qui est vraiment une branche traditionnelle pour toutes les familles françaises habitant aux États-Unis. Donc n'importe qui peut venir nous consulter et nous avons plus de 1600 familles françaises comme clients dans ce cadre-là. Et après, effectivement, nous avons une branche business, une branche multifamily office, qui est une branche à part et qui concerne des personnes qui ont un certain patrimoine. Mais toute personne et fait l'objet de devenir client du SA France. Hein. Adrien et Alexandre. Absolument. Oui, absolument, ouais. Absolument. Ce qu'on regarde, c'est simplement qu'il y ait on a quand même un un minimum, hein, c'est qu'il y ait une capacité d'épargne qui soit d'au moins de 15 000 dollars par an, ou, hein, s'il n'a pas de capacité d'épargne de 15 000 dollars par an, des actifs investissables à hauteur de 250 000 dollars. Donc une fois qu'on remplit ces deux critères, bah, nous, on sait qu'on est capable de vous apporter une valeur ajoutée. Et d'ailleurs, autre chose, toute personne qui s'est inscrite au webinaire aujourd'hui, qui fait l'effort de nous suivre jusqu'au bout, et même pour les personnes qui regardent le replay, sachez que nous offrons un bilan patrimonial gratuit pour que vous puissiez voir avec vos propres chiffres, votre propre situation, l'impact que pourrait avoir l'assurance vie américaine au sein de votre stratégie patrimoniale. Super, merci Adrien. Deux dernières questions avant de rendre l'antenne. Nous avons également une question qui demande est-ce qu'il y aura un intérêt de loger une assurance vie américaine dans un Grantor Trust aux États-Unis afin d'éviter la double imposition en France et aux États-Unis suite à l'avis du Conseil d'État rendu en avril 2023. Alors la réponse est ça sera intéressant d'un point de vue d'impôt sur le revenu, parce qu'encore une fois, la décision la décision du Conseil d'État concerne l'imposition sur le revenu et non pas l'imposition sur la transmission. Ça pourrait être bien dans le cas d'une imposition sur le revenu, mais pas du tout dans le cas d'une transmission. Donc, notre recommandation toujours, c'est d'éviter de loger dans un trust des actifs si vous êtes résident ou vous allez redevenir résident fiscaux français, puisque le véhicule du trust pose problème en cas d'une transmission et ça peut faire déjà une taxation assez conséquente. Donc, il vaut mieux utiliser des véhicules juridiques qui sont reconnus par l'administration française en termes de transmission, comme des familles partnerships par exemple. Mais faites attention à l'utilisation des trusts, hein, soyez très très vigilants dans ce cadre-là. Dernière question qui sera pour Adrien Alexandre. Quand on emprunte dans le contrat Whole Life, première question, quel est le taux d'emprunt? Première question, quel est le taux d'emprunt? Deuxième question, si par exemple c'est 6%, il faut au moins placer l'emprunt à 6% net of tax pour faire une bonne décision. Point d'interrogation. Alors, pas forcément. Et en fait, donc le taux à l'heure actuelle est fixe à 5% et qui passera à 3,5% dans 20 ans ou avec un minimum de 65 ans. Donc, on est à 5% worst case scenario en ce moment. Et on peut également accéder à des taux variables qui seraient meilleurs à travers des banques, ce qu'on appelle des IBLOC, Insurance Based Line of Credit. Les taux variables en ce moment sont autour des 6%, donc on ne s'embête pas, on prend le taux fixe à 5. Mais si les taux variables étaient inférieurs à 5%, on prendrait le taux variable. Donc si le taux variable est à 3%, on peut faire refinancer ce prêt gratuitement. On envoie généralement un lien à notre clientèle avec, ça prend une dizaine de minutes pour mettre ces informations, et le prêt est racheté gratuitement avec une autre institution, un taux variable plus attractif que le taux fixe. Donc vous vous retrouvez avec un taux maximum pour les 20 premières années à 5% et qui passera à terme à 3,5%, ou mieux, si les taux d'intérêt variables sont mieux. Et ce qui est intéressant, c'est que comme le taux de rendement interne est environ de 5% compounded, donc c'est du 5% qui gagne 5% comme absent, alors que les 5% d'emprunt sont fixes, et qu'on puisse générer également du rendement derrière, bah, peu importe vraiment le rendement qu'on peut avoir derrière, puisqu'on a déjà un meilleur rendement entre le rendement interne exponentiel et le coût fixe de l'autre côté. Donc on génère 2, 3, 5, 10, 15% derrière, bah, on n'a pas vraiment de pression, puisque ce mécanisme nous permet de générer plus de valeur patrimoniale sur le long terme. Donc la réponse est non. On n'est pas obligé de devoir générer 6 ou plus derrière, mais ce serait l'objectif potentiellement, hein, de générer du rendement également attractif derrière. Super, merci Alexandre. Bah, Romain, merci pour ta patience. On est bon. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Alexandre et Adrien. Je rappelle à tout le monde que ce webinaire est enregistré, qu'il vous sera envoyé si vous étiez inscrit. Vous pouvez le revoir, tout ou partie, et également il sera diffusé sur le Fundstrict. Merci beaucoup à tous les trois. C'était un plaisir de vous avoir et c'était passionnant et tout le monde est resté jusqu'au bout. Donc, a priori, mission remplie. À très bientôt, tout le monde. Merci, Merci à tous. Merci Romain. Merci à Excellente tous. journée. À très vite. Merci Au revoir. beaucoup, Romain. Merci, au revoir.